J'ai compris qu'il y avait moyen de faire de l'argent avec l'investissement immobilier quand j'avais 18 ans. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet pour calculer ma renta, etc. J'ai pris des chiffres méga pessimistes. 250 000 euros, achat, notaire, travaux, meubles. Pour du coup un T2 plus une coloc de 6 chambres. 6 chambres. Un T7, 6 chambres. Et j'ai fait des travaux un peu chers, entre guillemets, parce que comme c'est tombé en plein Covid, je voulais des gens qui avaient de l'expérience, qui connaissaient bien la réno, des gens qui m'ont été recommandés par des investisseurs immo dans le secteur. Déjà, c'était mon envie d'investir, c'était pas la sienne. Oui. Et puis, on se connaissait pas assez depuis assez longtemps pour partager un projet. Comment vous est venue l'idée finalement de louer une partie de votre résidence principale ? Salut les sans cravates, c'est Thibaut. Je vous fais juste un petit disclaimer avant que l'épisode commence. On a eu un petit souci d'enregistrement, enfin mon micro à la moitié de l'épisode, on a eu un petit souci de matériel qui fait qu'on m'entend pas très bien. Donc voilà, je m'en excuse par avance. On a essayé de rattraper comme on a pu en post-production, mais on trouvait l'épisode trop intéressant pour juste ne pas le publier et en retourner un autre. Ne soyez pas étonnés si la qualité sonore se dégrade vers la moitié de l'épisode, mais le contenu reste super intéressant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et à très vite. Bienvenue à tous dans ce 5e épisode. Aujourd'hui, on accueille Anthony Guillermin. Salut Anthony. Salut Thibaut. Salut Anto. Salut Alex. Tu vas bien ? Ça va et vous ? Ouais, très bien, très bien. Très bien, super. Alors pour la petite histoire, Anthony, on l'a rencontré déjà il y a quelques temps. En premier, c'est Alex qui l'a rencontré sur un événement. Ouais, Mastermind à Marrakech en 2019. C'est ça. Exactement. Et puis après, on a pu se recroiser dans divers événements IMO dans le coin. Et Anthony, on va y revenir dessus, mais pourquoi on a voulu l'inviter dans ce podcast, c'est parce que selon nous, il a un parcours très inspirant. Et on va dire des stratégies d'investissement qui sortent un peu du commun et qui, je pense, sont plus ou moins applicables pour tout le monde. Oui. Et qui vont vous faire prendre conscience de pas mal de choses. Donc c'est pour ça qu'on l'a invité. Anthony, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Oui, alors déjà, merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Toujours un plaisir de passer un moment ensemble. Du coup, je m'appelle Anthony, j'ai 40 ans, bientôt 41, quelques mois. Et j'habite du coup dans le sud de Toulouse. Et j'investis dans l'IMO depuis... j'ai commencé tout petit en 2018. Et j'investis aussi en bourse, en crypto. Et voilà, pour faire court pour la présentation. Ok. On peut peut-être commencer par ton parcours, entre guillemets, d'investisseur IMO. Mm-hmm. Donc tu as commencé en 2018, c'est ça ? Ouais, en 2018. Du coup, j'avais envie de faire de l'investissement immobilier pour générer des revenus supplémentaires. Sauf que j'avais aucune compétence, aucune connaissance. J'avais peur de l'immobilier, j'avais peur des loyers impayés, j'avais peur des dégradations, j'avais toutes les peurs qu'on peut imaginer. Du coup, je me suis dit, comment faire pour quand même investir et réduire au maximum possible toutes ces peurs. Et finalement, je me suis dit, il faut partir sur des parkings ou des caves, des celliers, des trucs comme ça. Et en cherchant, j'ai acheté à un moment donné 2 celliers sur Toulouse, 2 caves, simplement pour faire du stockage. Et j'ai acheté du coup 2 caves qui étaient déjà louées avec une renta en gros à 10%. Donc je me suis dit, franchement c'est propre. J'ai fait un crédit de 15 000 euros, donc c'était achat plus notaire à 15 000. Et j'ai commencé comme ça. Okay. Et finalement ça s'est bien passé. Pas de problème de loyer impayé, pas de dégradation. En même temps c'était des caves, donc il y avait 4 murs. Donc voilà. Des rotations de locataires en 1 an et des poussières. Et c'est là que je me suis dit, ça marche. Je fais du cash flow. Ça t'a rassuré sur l'investissement immobilier. Exactement, en général, quoi. C'est ça. Et je me suis dit, ça marche. Du coup, là, après, je me suis formé. Et après, je suis parti sur plus gros, coloc, etc. On va peut-être en parler un peu plus tard. On va y arriver assez rapidement, je pense. Mais du coup, t'as démarré par ce premier projet-là. T'étais salarié à l'époque. Ouais. Et toujours aujourd'hui, c'est ça ? Toujours aujourd'hui, pour l'instant, ouais. Ok. Tu fais quoi ? Je suis contrôleur qualité pour une marque, je pense que c'est la marque la plus connue au monde. Je dirais pas là qu'est-ce que c'est, mais voilà, je suis salarié pour la plus grosse marque au monde. Ok. Donc salarié, et c'est je pense que ça t'a aidé à investir aussi au départ. Oui, ça m'a aidé, et là aussi, tu vois, j'ai toujours compris dès petit que l'argent c'était important, même si ça ne fait pas tout dans une vie, mais l'argent c'est important. Et du coup, à un moment donné, dans cette entreprise, j'ai eu le choix d'avoir soit un travail entre guillemets de journée avec un salaire à X, soit un travail à peu près équivalent en 3-8, donc c'est-à-dire travailler des rotations de 8 heures toutes les semaines. Donc c'est-à-dire il y a une semaine où je travaille le matin, où je me lève très tôt le matin,
Une semaine où je travaille d'après-midi, une semaine où je travaille de nuit. Je fais mes 8 heures par jour. Mais du coup, j'ai un salaire de base identique à si je travaille en journée, sauf que j'ai en plus des primes d'équipe, des paniers repas, des majorations pour le travail d'heures de nuit. Ouais. Et du coup, ça fait un revenu plus confortable pour investir. Ok. Voilà. Et donc ça, ton premier projet en 2018, est-ce que c'était entre guillemets, comment t'es venu l'investissement immobilier aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu sur Internet à ce moment-là et tu t'es dit il faut que j'essaye, ou comment c'est arrivé au final? Alors, du coup, moi, je suis plus jeune que vous deux et que sûrement la plupart de vos followers ou des auditeurs. Moi, j'ai compris qu'il y avait moyen de faire de l'argent avec l'investissement immobilier quand j'avais 18 ans, à peu près. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ou alors, ça commençait tout juste. Je ne sais plus exactement quelle année ça arrivait, mais moi, ce que j'avais vu à l'époque, c'était des reportages à la télé de personnes qui achetaient, etc. Et je crois même que j'ai dû voir un reportage de Jim Grimm. Je sais pas si, je pense que vous voyez qui c'est. Oui. Et parce que quand je suis retombé sur des vidéos de lui, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, et je pense que c'est ce que j'avais vu à l'époque. Et je me suis dit, ça serait trop bien de faire pareil plus tard. Alors, pas forcément à son échelle, mais le truc, c'est que à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et pour être mis en relation avec quelqu'un qui faisait de l'investissement IMO et qui en plus gagnait de l'argent, si tu les avais pas dans tes contacts directs, c'était quasi impossible. Donc c'est une idée que j'avais gardée, mais voilà. Et après, avec l'ère d'Internet, etc., moi je suis rentré dans ma vie active, et j'ai eu ma vie, et puis c'est à un moment donné où j'en ai eu marre. Je me suis dit, merde, faut que je fasse plus d'argent, quoi. Donc je pensais pas forcément à l'IMO à ce moment-là. Je suis parti moi dans le marketing de réseau, je me suis amusé, j'ai grandement appris sur moi-même en faisant du marketing de réseau. Il y a beaucoup de développement personnel. Ouais, exactement, et tout ça. c'est ça. C'est du développement personnel rémunéré, on va dire. Après, ça dépend des structures, parce qu'il y a des marketing de réseau qui sont vraiment pas terribles. Et en fait, après, il y a un événement familial qui a fait que j'ai arrêté mon MLM. Et je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution, parce que je gagnais pas d'oseille parce que je voulais. Et je me suis dit, comment je peux faire? Je me suis dit, mais en fait... ça fait depuis que tu as 18 ans que tu dis que tu aimerais bien faire de l'IMO, mais tu n'en fais jamais. Tu es dans ton train-train de ta vie. Vas-y. Ok. Voilà. Go. Ça a été un peu la révélation en 2018. Donc au final, aujourd'hui, on est en 2023. Il s'est passé 5 ans. Et au final, tu as quand même fait, on va y revenir du coup dans ton parcours, mais tu as quand même fait pas mal de choses. Au final, en 5 ans, ça allait plutôt vite. C'était quoi justement comment tu as enchaîné après ce premier projet qui t'a rassuré du coup et qui t'a prouvé que ça marchait et je suppose qu'il t'a peut-être rassuré sur les étapes aussi de l'achat, etc. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que maintenant, aller chez le notaire, voilà, tu vois, mais au début, ça fait peur. Là, au début, c'est impressionnant. Ça peut être impressionnant. Les premières fois, c'est impressionnant. Et puis finalement, tu vois que ça se passe bien. Tu vois que le notaire, c'est aussi quelqu'un comme un autre. Et en plus, souvent, moi en tout cas, pour tous ceux sur lesquels je suis tombé, ça a toujours été des personnes bienveillantes et qui t'expliquent bien, voilà. Donc ça s'est bien passé. Et donc j'ai gardé mes caves et mes celliers pendant 1 an et demi quand même avant de chercher autre chose. Okay. Parce que c'était tout début 2018 que je les ai achetés. Et c'est fin 2019 que derrière j'ai commencé vraiment à investir. Voilà. Et où du coup là je suis parti sur une grosse villa. Je voulais pas de copro. Donc j'ai acheté une énorme villa qui fait 220 mètres carrés. Okay. Et cette villa, elle était découpée en un T2 et un T5. Le T5, j'en ai fait un T7. Et le T2, il était déjà loué quand j'ai acheté. Donc, je l'ai gardé. Le T7, je suppose que c'est loué en colocation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Coloc, 6 chambres. Là aussi, beaucoup cherchent des étudiants. Moi, j'ai 0 étudiant, j'ai que des jeunes actifs. Ça fait 3 ans qu'elle tourne. J'ai jamais eu un seul étudiant, que des jeunes actifs. Et t'as quand même eu des demandes d'étudiants? Parce que, alors, je sais pas si on peut parler de la ville ou pas. Non, j'ai pas forcément envie, mais après, ça dépend. Si, on peut dire, c'est une ville d'en gros 40 000 habitants où il y a du travail, il y a des écoles, il y a même pas mal d'écoles. Et il y a du boulot. Et du coup, t'as jamais eu des demandes d'étudiants ou c'est juste que c'est toi qui les acceptes pas? Alors, j'ai déjà eu des demandes d'étudiants, mais c'est moi qui ne les accepte pas. Okay. Parce que du coup, vu que j'ai démarré avec des jeunes actifs et que je pense que le plus jeune que j'ai dû avoir, ça doit être 24 ans depuis que ça a démarré, et le plus vieux, 30 ans, je crois. 35, je crois que j'en ai eu un de 35, mais qui est assez jeune d'esprit.
Donc ça passait, ça allait très bien avec les autres. Et 24 à 35 ans. Ouais, après, il y a peut-être un décalage qui doit se créer aussi si c'est des étudiants et d'autres des jeunes actifs qui n'ont pas forcément le même mode de vie. Ça se réfléchit. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que jeune actif, c'est intéressant parce que tu as peut-être moins de rotation. Sûrement moins de turnover. Ouais. Ben, donc, 6 chambres, ça fait 3 ans. Et je crois que j'ai fait... parce que je l'ai calculé il n'y a pas longtemps, je crois que c'est 8 sorties. Okay. Donc, c'est pas... Non, un peu plus. Je crois que c'est 9. Parce que je l'ai calculé... ça doit être 9 ou 10 maintenant. Donc, ouais, c'est même pas une par an par chambre. Ouais. C'est très correct. Ouais. Alors qu'avec des étudiants, tu aurais peut-être eu plus de turnover, en tout cas, entre chaque saison, quoi. Ok, et j'avais une question aussi. Donc, tu es passé des caves à la colocation de cette chambre, donc c'est quand même assez conséquent. Et là, tu n'as pas eu des moments de doute ou de peur, justement, sur le fait que est-ce que ça va se louer à la cible. Tu avais déjà prévu, en termes de cible, que ce soit des étudiants ou des jeunes actifs? Ou c'est venu après, sur le moment? Ok. Déjà, j'ai pris des chiffres méga pessimistes. Okay. C'est-à-dire que dans la ville où c'est, moi, je me suis tablé sur un loyer pour calculer ma renta, etc., sur du 350 € charges comprises. Okay. Ouais. Je me suis dit, il faut que ce soit rentable avec ces prix-là, parce que c'était un petit peu en dessous du prix du marché. Donc, je me suis dit, si ça loue pas à plus cher, il faut que je puisse descendre à ce prix-là et que toujours, j'ai pas de problème pour payer mon crédit. Ouais. Donc, ça, c'était le premier point. Et même avant de trouver ce bien-là, avant de choisir ce bien-là, je me suis dit, j'ai toujours des peurs. Enfin, au début, tu as toujours des peurs. Si tu veux avancer, il faut trouver le moyen de un petit peu canaliser ces peurs. Donc je me suis dit, plutôt que d'acheter un appart où je vais mettre un locataire dedans, s'il ne paye pas, c'est 100% d'impayé. Donc je me suis dit, je vais partir sur autre chose. Et la colocation, je me suis dit, c'est un très bon moyen parce que déjà tu loues plus cher que si tu louais le bien en entier à une seule personne. Tu dilues tes risques de loyer impayé parce que dans une coloc, c'est quand même rare qu'il y avait des loyers impayés. Et s'il y a une chambre qui se vide, même si elle est vide pendant 2 mois ou 3, tu as tous les loyers des autres qui tombent. Ouais, donc voilà. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ça c'est bon. Et en même temps, pourquoi une maison avec un T2 aussi collé? C'est que je me suis dit, je vais faire la location courte durée. Sauf qu'au moment où j'ai trouvé ce bien-là, le T2 était déjà loué par une personne âgée qui était là depuis 1 an et demi, je crois, de mémoire. C'était déjà divisé comme ça, du coup? Oui, c'était déjà divisé comme ça. Et du coup, je me suis dit, parfait, la personne qui vivait là, elle était OK pour partir à l'achat. Donc je me suis dit, nickel, la personne va partir, je vais mettre ça en location courte durée, le reste en coloc, je vais exploser les chiffres. Sauf que je suis redescendu un peu sur terre, où je me suis dit, attends, t'as jamais fait un aussi gros crédit, parce que là on parlait de 250 000 € achat de notaire travaux. Justement, si on peut faire une petite parenthèse sur les chiffres, du coup, l'acquisition de cette villa en comptant les travaux, les frais de notaire, t'as combien à peu près? 250 000 € achat de notaire, travaux, meubles. Tout compris, ouais. Donc c'est pour du coup un T2 plus une coloc de 6 chambres. Un T7, 6 chambres. Ouais, donc c'est quand même très intéressant, quoi, comme prix. Et tu dégages combien de loyers sur ces chambres? Le loyer, je suis à 3800 et des poussières. Ok. Pour crédit 1033 €. Oui, donc. Exactement. Le premier bien, je me rappelle des chiffres. Après, les autres, je me rappelle plus trop bien. C'est celui-là que tu as dû le plus vendre au banquier après derrière. C'est ça, en fait. Et après, une fois que celui-là il est vendu, après, c'est bon. Mais trop bien. Et du coup, donc hyper large. Enfin, forcément, ça dégage du cash flow. Ouais. Parce que même si en coloc, généralement, on a plus de charges vu qu'on prend en notre charge l'électricité, Internet, etc. Mais bon, là, ça. Tu dois dégager à peu près. Ouais, c'est ça. En gros, il y a. Si tu lises sur l'année, il y a un peu moins de 1 000 €, mais voilà, en gros, tu peux partir sur 1000, quoi. Et du coup, pour en revenir à l'histoire de ce fameux T2 que tu devais mettre en colocation. Ouais, en courte durée. En courte durée, oui, pardon. Le mec, il n'est jamais parti. Alors, c'est pas qu'il n'est jamais parti, c'est que je me suis dit, attends, ton premier crédit, c'était 15 000 € pour des caves avec, et le frais de notaire. Là, tu arrives, tu n'es pas propriétaire de ta RP.
et t'arrives et tu vas lui demander 250K au gars. 250K à l'époque, ça faisait... j'avais calculé que ça faisait à peu près 1000 euros de crédit. Et le loyer de la personne qui était dans le T2, c'était 500, enfin c'est toujours 500 euros, parce que c'est une personne âgée, je lui ai pas augmenté son loyer à lui, 500 euros. Tu vas voir une banque, tu lui dis, je veux 1000 euros, il y a 0 locataire, enfin je veux 1000 euros, je veux 250 000 euros, il y a 0 locataire, ça va être une coloc, plus un T2 que je vais mettre en... Alors tu dis peut-être pas forcément en courte durée tout de suite, tu vois, mais ça peut peut-être faire peur. Et je me suis dit, mais sauf que si tu vas voir le banquier, et tu lui dis, il y a déjà un gars, il paye 500 euros. Donc ça fait la moitié du crédit. Ouais, exactement. Comment tu veux qu'ils disent non? Ça rassure, c'est sûr. Donc j'ai dit, je le garde. Et au moins, c'est passé... ça te sécurise un peu aussi l'investissement, quoi. Oui, c'est ça. Et surtout qu'en plus, ça m'a permis... Enfin, j'ai pas poussé le bouchon en demandant un différé total. Du coup, j'ai demandé juste un partiel. Parce que ça me faisait de mémoire 300 euros de mensualité. J'avais pris 1 an de différé partiel. Donc j'avais 300 euros de mensualité pour 500 euros de loyer qui rentrait. Oui, donc ça te couvrait largement les frais, quoi, voilà. le temps de ton différé. C'est ça. Comme ça, j'ai pas non plus, tu vois, je suis pas allé voir le banquier en disant je veux un différé, je veux ci, je veux ça, je veux... Enfin, tu vois. Ouais, sachant que tu avais fait, il me semble, un financement à 110% pour cette opération. C'est ça. Donc pas d'apport. Zéro. Peanuts. Bon, c'était la belle époque. C'est un peu plus chaud maintenant, c'est sûr. Certains y arrivent aujourd'hui, mais c'est plus compliqué. Il y en a encore qui arrivent, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Faut vraiment avoir de bonnes situations. Un scoring bancaire au top, quoi. C'est ça. Pas comme nous. Ouais, mais en tout cas, ce premier projet-là, au vu des chiffres qui sortent, je pense que ça a dû t'aider derrière après pour continuer à investir. Ouais. Colocation, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, que ce soit colocation, habitat partagé, co-living et tout, c'est des sujets que j'aime beaucoup. Je suis moi-même en train d'en faire une là. Du coup, ça m'intéresse. Comment tu fais pour gérer la colocation? Déjà, peut-être sur la mise en location, est-ce que tu fonctionnes sur un modèle de bail solidaire où tous les colocs sont sur le même bail, ou est-ce que c'est un bail individuel par chambre, par exemple? Par chambre, effectivement. Ouais. Comme ça, parce que le bail commun, c'est chiant parce que dès que t'en as un qui rentre et qui sort, il faut refaire signer tout le monde. Si en plus tu mets une clause de solidarité, t'arrives dans une coloc où tu connais pas encore les personnes, est-ce que moi je serais solidaire de toi? Je sais pas comment tu gères tes finances, je te connais pas, voilà. Donc moi c'est individuel. Ouais, et je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que je suppose que tes chambres, vu qu'elles doivent être pas toutes les mêmes, il doit y avoir des différences de prix entre les chambres. Aussi. Du coup, effectivement, quand tu as des différences de prix, il vaut mieux, je pense, faire un bail par chambre avec le prix adéquat que faire un bail général et leur dire après démerdez-vous pour vous répartir les... Oui, parce que dans la coloc, il y a une chambre avec sa salle de bain privative. Ouais, donc, et après, les autres qui n'ont pas de salle de bain privative, la plus petite, elle fait 15 et demi ou 15 et la plus grande, elle fait 20. Wow. Ouais, c'est... Donc, si vous habitez à Paris, c'est la taille de vos studios. Oui, c'est ça. Et encore. Ok, ouais. Et donc tu gères avec des baux différents. Ouais, c'est ça. Sur chaque chambre. Et je suppose que ça représente quand même si tu as, on va dire, assez peu de turnover au vu de la typologie de ton bien, mais 6 chambres, ça fait quand même 6 baux. Il y a du turnover, il y a des visites, des états des lieux à faire, etc. Comment tu t'organises pour faire ça, sachant que, je sais pas si on l'a dit, mais c'est pas dans une ville qui est... Ouais, c'est pas proche de la maison. C'est pas proche, quoi. C'est à 1h30 de chez toi, c'est ça, voilà. Ouais, à peu près, ouais. Donc, comment tu fais, du coup, pour gérer tout ça? Alors, comment je fais? J'en fais le moins possible. Ouais, et c'est le but après. Ouais. Donc, en fait, j'ai un process, moi, pour moi. Enfin, déjà, j'ai une annonce qui est préparée. Donc, c'est-à-dire, quand je sais qu'il y a une sortie, c'est un copier-coller de mon annonce, c'est très vite fait. Comme ça, j'ai pas à la réécrire à chaque fois. Donc, premier point. Deuxième point, dans mon annonce, il y a quelque chose qui est écrit qui fait que quand la personne m'envoie un message, je sais si elle a lu l'annonce ou pas. Ok. Donc, ça me permet de faire un premier tri. Si c'est bonjour, toujours dispo, je regarde même pas, à moins que ce soit une période qui soit vraiment creuse où j'ai pas trop de demandes, parce que parfois ça arrive, parfois t'as 7-8 demandes pour une semaine ou sur 15 jours, et parfois pendant 3 semaines, t'as 3 demandes. Ouais. Donc bon, si là vraiment j'ai personne,
je creuse. Mais si j'ai du monde, je regarde même pas. Ouais. Ensuite, je pose 2-3 questions à la personne. Si je vois comment elle répond, petit coup de fil, je vois comment elle s'exprime, etc. Et si le profil me plaît, je dis OK, j'envoie un message aux colocataires qui sont en place et je leur dis voilà, il y a telle personne qui a un profil qui me correspond. Je mets 2 lignes sur un peu qui elle est, cette personne, et le numéro de téléphone. Et là, c'est eux qui prennent contact avec la personne. Okay. Et c'est eux qui font la visite. Ok. Et comment ils reçoivent ça, tes locataires? Est-ce qu'ils sont au contraire très contents de le faire et d'accueillir la personne? Est-ce que tu les rémunères pour ça ou pas du tout? Enfin, ça fonctionne comment? Je les rémunère pas. En fait, moi, comment j'ai vendu le truc, et je pense que c'est le mieux, et c'est réel, c'est même pas à vendre un truc pour leur dire je veux pas y venir, c'est quand t'es locataire, t'as tout le temps une petite appréhension ou peur du propriétaire, ou peur que si tu vas visiter quand il y a le propriétaire, que les locataires ne disent pas tout. Tu vois, par exemple, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Moi, je sais que la coloc, il n'y a pas de problème dedans. Donc, je vends aux postulants, je dis voilà, c'est les locataires qui vont vous faire la visite. Comme ça, vous pourrez échanger librement avec eux sans que moi je sois là pour qu'il y ait des infos qui ne soient pas données si jamais. Pour qu'ils soient transparents et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, les locataires le disent. Exactement, c'est ça. Ne soient pas biaisés, quoi. C'est ça. Et les locataires en place, comme eux, ils sont rentrés de cette manière-là, ça leur semble complètement logique, quoi, en fait. Ouais. Et peut-être qu'ils ont aussi envie de rencontrer la personne pour voir si ça va matcher aussi. Sans que moi je sois là et que la personne soit 100% naturelle, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est hyper intéressant. Comme, et je demande forcément aux postulants et à ceux qui font la visite de me faire un retour. Donc le postulant, est-ce que oui, je veux rentrer ou pas? Et ceux qui ont fait la visite, est-ce que le profil nous plaît ou pas? Et c'est déjà arrivé à 2 reprises que la personne que moi j'avais choisie, mais finalement ne soit pas choisie parce que les locataires sentaient pas le truc avec la personne. Du coup, finalement, c'est tes locataires en place qui ont le mot final sur celui qui va rentrer. Oui, tu fais une présélection. Oui, c'est ça. Et après, c'est eux qui, au feeling, un peu, qui choisissent. Quoi. Ouais. Je préfère qu'il y ait une chambre vide plutôt qu'une chambre avec un loyer payé, mais des problèmes qui font que les locataires vont partir. Bah oui, parce qu'au final, à long terme, c'est beaucoup plus. C'est la question que j'allais te poser, ouais. Toujours long terme. Ouais. Penser long terme tout le temps. Et c'est sûrement, on va en parler plus tard, mais c'est pour d'autres investissements, c'est toujours penser long terme. Ouais. Ok. Donc ça c'est au niveau de la gestion. Déjà, je pense que c'est un truc super intéressant. Tu vois, je me demandais comment j'allais faire moi avec la mienne. Donc merci beaucoup pour ça. Donc gros investissement là, du coup, tu l'as réalisé après les caves, donc en 2020. Fin 2019, j'ai été propriétaire en septembre, je crois. C'est fin septembre 2019. D'accord. Et j'ai mis en loc juste avant le Covid. Okay. C'était en février. Je crois qu'on a eu le confinement en mars. Ouais, c'est ça. Et c'est la toute première personne qui est rentrée. Elle est rentrée fin janvier. Et les autres sont rentrés après en suivant dans les 15 jours, 3 semaines. Donc avant fin février, c'était plein. Ok. Ouais, ça allait vite. Ouais. Donc super. Donc il y a le gros investissement que tu as réalisé. Et ensuite, il y a la période Covid. Et après, est-ce que tu réenchaînes sur quelque chose d'autre? Alors, j'enchaîne pendant le Covid. Okay. C'est-à-dire que la coloc est bientôt terminée. Donc, je me dis, faut enchaîner, il faut trouver autre chose. Ouais. Et du coup, j'ai un très bon contact qui m'appelle un jour pour me dire, voilà, Anto, j'ai un appart qui va rentrer. Je voulais pas de copro. Mais au vu du prix et de l'emplacement, je me suis dit, il y a peut-être un coup à jouer. Donc, j'ai fait une offre au prix, sans visite. Okay. Parce que je connaissais le secteur. Confiance totale. Je connaissais très bien la personne. Parce que oui, c'est un agent IMO, mais je ne l'ai pas rencontré dans le but de faire du business avec lui à la base. Donc, on avait sympathisé, etc. Donc, confiance absolue en la personne. Je connaissais le secteur, je connaissais l'immeuble où c'est. Donc j'ai dit banco, on y va, offre au prix. Et je suis allé le visiter en visio. Il me l'a fait d'abord visiter le lendemain. Et 3 jours ou 4 jours après, j'étais sur place. Voilà, donc ça, c'est un petit appart. C'est un studio. Enfin, petit appart. Un studio 35 mètres carrés, donc c'est quand même pas mal pour un studio. C'est un grand studio. C'est autour de Toulouse ou pas? Non plus, non. Okay. C'est aussi un petit peu loin. Okay.
C'est dans une ville moyenne. Et l'avantage que j'ai vu, moi, sur cet appartement-là, c'est qu'il n'était pas cher. Parce que je crois que de mémoire, c'était 22 000 euros, je crois. Effectivement. 22 000 euros le studio. Pour connaître le marché, 22 000 euros le studio en location. Bon, après, je me suppose qu'il y avait un peu de travaux dessus. Oui, il y avait un peu de travaux. J'ai fait des travaux un peu chers, entre guillemets, parce que comme c'est tombé en plein Covid, je voulais des gens qui avaient de l'expérience, qui connaissaient bien la réno, des gens qui m'ont été recommandés par des investisseurs IMO dans le secteur. Donc j'ai pris quelqu'un qui était un peu plus cher que d'autres, mais pour avoir la tranquillité. Parce qu'en plus, comme c'était à Paris, à plus d'1h30 de chez moi, se déplacer en plein Covid et tout, c'était pas possible. Tu peux pas vérifier si les mecs ils se voilà, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai dit bon, on va prendre un truc un peu cher entre guillemets, même si c'était pas non plus super cher. Parce que pour rénover les 35 mètres carrés, il y a eu quoi ? Il y a eu sol, donc sol, salle de bain, toute l'électricité, plus cuisine avec la pause, c'est moi qui l'ai faite, ça par contre, et peinture, ça m'est revenu à 10K. Ok. Voilà. Ouais. Ok. Bon, c'est très correct. Hein. Ouais, voilà. Pour un studio de 35 mètres carrés, c'est très correct. C'est clair. C'était quoi l'ambition avec celui-là ? C'était de faire de la courte durée, de faire de la location classique ? J'avais toujours en tête la courte durée, sauf que dans cette ville, c'est une ville où il y a, pour moi, trop de courte durée. Okay. Le marché est saturé. Quoi. Le marché, il est saturé, et je me suis dit, il y a un coup à jouer. Tout le monde veut faire la LCD là. Ben moi, je vais faire plutôt un logement haut de gamme là. Parce que finalement, quand tu vas visiter là-bas, j'en avais visité un paquet déjà, des immeubles, pas d'appart, mais des immeubles, et tout est pourri, quoi. Okay. Tout est pourri avec énormément de travaux, et ce qui est loué, c'est loué pourri. Donc quand tu veux vivre dans cette ville-là, ou quand tu es contraint de vivre là parce que tu as ton job là ou quoi, et finalement, il n'y a rien. Il n'y avait rien sur le marché d'intéressant pour un locataire. Non, quelqu'un qui est un peu, quelqu'un qui est propre sur lui, qui a un salaire convenable, et voilà, il y avait rien. Bon oui, je voulais rebondir sur le fait que c'est important quand même d'analyser cette demande locative avant d'investir. Et tu avais vu que voilà, le parc de logements locatifs dans cette ville, il était pourri, qu'il n'y avait pas forcément grand-chose pour les personnes qui habitaient sur place. Du coup, toi, tu es venu valoriser le parc locatif en proposant un logement qui sort de la moyenne en ayant des prestations haut de gamme et avec des loyers, à mon avis, un peu plus chers que ce qui se faisait. Quoi. Oui. En loyer, si tu veux louer un studio dans cette ville, faut compter, enfin un studio, on va dire lambda là-bas, dans les 350 € quoi. Et là, moi, je suis à 400. Alors maintenant, c'est 400 € plus 25 ou 30 de charge, je ne sais plus. Mais 400 € hors charge. Voilà. Pour 170 de mensualité. Puisque là, ce bien-là aussi, financé à 110%, 0 € d'apport. Donc 22 500, je crois, l'appart. Plus les frais de notaire, plus les 10 cas de travaux. 170 € de mensualité sur 25 ans. Tu les as fait, ces 2 premiers investissements, même ces 3 premiers investissements dont on parle là, tu les as fait seul ou Oui. Ça, c'est seul. Ok. Ouais. Donc, effectivement, je suis en couple. Quand j'ai acheté les caves, j'étais tout seul. Donc, je les ai achetés tout seul. Et ensuite, quand je me suis mis en couple avec cette personne, si tu veux, c'était les premiers investissements. Enfin, déjà, c'était mon envie d'investir, c'était pas la sienne. Et puis, on se connaissait pas assez depuis assez longtemps pour partager un projet. Donc, du coup, je l'ai fait solo. Elle m'a énormément aidé, par contre, ça c'est clair. Elle y a mis autant de cœur que si c'était pour elle. Donc, je la remercie encore, souvent pour ça. Et derrière, le studio, c'est pareil, ça faisait à peine 1 an qu'on était ensemble. Donc, voilà, j'ai préféré le faire. Enfin, j'ai préféré et on a préféré le faire solo. Ça se comprend. Okay. Voilà. Et par contre, en même temps que ce studio, donc déjà, j'avais revendu les caves entre-temps. Je crois que 1 mois et demi ou 2 après avoir été propriétaire de la coloc, j'ai vendu les caves. Tu as fait une plus-value dessus ou... Ouais, pas ouf. Je crois que j'ai fait 500 € ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, plus le cash flow. Voilà, tu vois. Ouais. Bon, c'est vraiment le fait que c'était mis le pied à l'étrier pour enchaîner derrière. C'est ça. Comme ça qu'autre chose. Exactement. Et du coup, donc en plein Covid, j'ai acheté le studio solo et en même temps l'ARP
comme vous le connaissez, qui a un mix un peu particulier. Donc je sais pas si vous voulez en toucher 2 mots avant. Si, mais on va y venir là. Ouais, on va revenir sur cette fameuse stratégie du coup plus en détail. C'est la fameuse stratégie dont on vous parlait en intro de cet épisode, qui peut parler à beaucoup de gens. Donc on va te laisser décrire le projet. Mais en gros, l'idée de cette stratégie, c'est simplement d'acheter une grande surface et d'y faire à la fois sa résidence principale et à la fois de la location, mais là en l'occurrence pour durée. Exactement. Donc ça s'est passé comment, raconte? Alors ça s'est passé que on cherchait pas notre RP. Enfin pas sur ce projet-là. On cherchait quand même aussi un petit peu une RP, mais sans plus. Et l'objectif qu'on s'était fixé sur notre prochaine RP, enfin notre RP qu'on allait acheter, c'était de trouver un bien à peu près équivalent à un T4 en termes de surface. Okay. Par contre, pour un prix équivalent à un T2 de bon standing chez nous, en loyer. D'accord ? Donc un loyer sur un super beau T2 vers chez nous, c'était à peu près 600 €. Donc on s'était dit, si on a un T4 et que finalement de notre poche, on n'a que 600 € de crédit par mois, bah c'est ouf. Ouais, parce que, c'est déjà hyper bien. Ouais, parce que si tu dois le louer dans le secteur, c'est plutôt autour des 1000 €, quoi. Donc on avait ça un petit peu en tête. Et en même temps, on cherchait un projet pour faire une coloc. Un peu campagne, tu vois, donc proche de Toulouse, mais pas trop loin de Toulouse, pour pouvoir justement toucher des jeunes actifs aussi, qui bossent pas forcément à Toulouse, mais qui ont envie de vivre en coloc parce que ils arrivent de Marseille, de Nîmes, de je sais pas où. Ouais. Mais en fait, tu as voulu répéter un peu ce que tu avais appris sur. C'est ça, parce que là aussi, quand tu disais tout à l'heure, Alex, de faire les choses différemment, dans la ville en question où j'ai la coloc, j'étais un des premiers à faire une villa en coloc. Il y avait que des apparts en coloc. Oui. Ouais, pareil, différenciant. C'est ça. Et moi, pour à peine un peu plus cher, t'imagines, t'as le choix entre un appart avec une copro ou quoi en tant que locataire, un appart sans balcon ou avec balcon. Pour à peine un peu plus cher, t'as une maison avec un jardin et tout. Et un jacuzzi. Alors, il n'y est plus le jacuzzi, mais tu vois, c'est le choix est vite fait. Donc voilà. C'est un gros élément différent. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on cherchait cette coloc sur périphérie Toulouse à créer. Et donc c'est ma compagne qui avait vu ce bien sur le Bon Coin et qui me dit t'as vu cette maison et tout, mais moi je dis mais non, mais 170 mètres carrés, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas faire un T12 tu vois, enfin je veux bien tester un truc à la campagne, voilà, mais là c'était 10 fois trop grand. T'étais pas emballé? Non, du tout. T'avais pas vu forcément le potentiel encore de la maison? Non. Et ce bien, il traînait. Moi, quand je cherchais, je retombais dessus. Puis à un moment donné, je dis, c'est quoi, on habite à 2 minutes. On va le voir. On est allé voir et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dans l'annonce et qui finalement changeaient tout le truc, quoi. C'est que quand on est arrivé, en échangeant avec la propriétaire, on a eu l'info que c'était 2 logements. Donc c'est une villa de 170 mètres carrés. Ouais. Mais en fait, c'est 2 T4 superposés l'un sur l'autre. Ok, donc avec 2 cuisines, 2 salles de bain. Voilà, 2 compteurs d'eau, 2 compteurs d'électricité. Déjà divisés en l'état. 2 entrées indépendantes. Alors, pas réellement divisées, puisque elle, ce qu'elle avait fait quand elle a acheté, c'est qu'elle avait ouvert dans le plafond, elle a fait une ouverture, une énorme trémie, pour faire qu'un seul logement. D'accord. Donc c'est pour ça que moi, si tu veux, il n'y avait pas toutes ces infos-là sur l'annonce. Et c'est quand on est arrivé qu'on a eu tout ça. On s'est dit, mais attends, mais en fait, tu refermes là. T'as une entrée, chacun a son entrée indépendante, et du coup on s'était dit, on a notre RP, on met une coloc au-dessus, et on en a pour moins de 600 balles de crédit finalement de notre poche à payer pour vivre là. Donc banco, on y va. On fait le projet, donc on est financé aussi. Donc moi je suis financé solo sur le studio, et nous deux on est financés pour la RP qu'on présente en RP coloc. Ok, vous l'avez vendu comme ça, quoi. Ouais. Financé. Pas à 110% celui-là, parce qu'on avait chacun une petite épargne qu'on voulait mettre dedans. Et du coup, on a fait 2 lignes de crédit. On a fait une ligne de crédit pour la RP. Donc, on a mis l'apport que sur la RP. Et on a fait l'étage à crédit à 110%. Okay. Vous avez fait une ventilation sur les prix de l'appartement du dessus et de l'appartement du bas, parce que c'était quand même vendu en une seule unité. Oui, c'est ça. Exactement. Donc après, chez le notaire, vous avez fait une ventilation. Exactement. Et on a gardé, c'est toujours identifié comme un seul lot aujourd'hui. Ouais, okay. Voilà. Et du coup, on fait les travaux.
le temps avance, Covid, donc tout fermé, plus personne ne bouge et tout. Et très peu d'artisans dispo, donc c'est nous qui avons fait 80% des travaux dans les 2 logements. Heureusement que Leroy Merlin était ouvert. Oui, on habitait à 500 mètres de Leroy Merlin. C'est super, vous aviez déjà, que ce soit toi ou ta compagne, des expériences dans les travaux ou... Alors, sur la coloc, moi, tous les deux, on avait fait quelques trucs, tu vois, mais c'était vraiment peinture, tapisserie, des trucs faciles, on va dire. Très technique, entre guillemets. Ouais, non, c'est ça. Et là, finalement, on a quand même fait faire les travaux les plus importants, notamment la salle de bain, tu vois. Si tu as une fuite, si toi tu le fais et que tu as une fuite, il faut tout casser, tout refaire. Donc ça, tu l'as délégué. Ça, c'est délégué. On a fait tomber une cheminée. Donc, pareil, ouais, là, tu vois, tu sais pas trop comment c'est fait en haut. Donc, ça, c'est délégué. Et pareil pour la fermeture, pour l'escalier, pour fermer la trémie et tout. Un pro aussi. Et tout le reste, c'est nous qui l'avons fait. Donc, refaire des peintures, de la petite électricité. Les sols. Les cuisines. Voilà. Ouais, les cuisines. Il y avait beaucoup de travaux à faire ou par exemple changement de menuiserie, non, pas de menuiserie. Isolation, ce genre de choses. Tout, on va dire que les plus gros postes étaient faits. Toutes les menuiseries étaient faites, PVC, double vitrage partout. Les lecs en très bon état, hormis sur la partie RP rez-de-chaussée, mais franchement ça va. Et salle de bain qui était vraiment affreuse, donc à refaire. Donc, et cuisine à refaire aussi. Ok. Et donc donc là vous avez pu rénover que ce soit votre résidence principale et l'appart au-dessus qui devait servir de coloc. Est-ce que vous avez réussi à le louer comme ce que vous aviez prévu? Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on avançait dans le temps, dans les travaux, d'abord on a commencé par rénover la RP. Voilà. Et on vivait à l'étage. Et ensuite, quand la RP a été terminée, on est allé vivre dans la RP, donc en bas, et on a fait les travaux là-haut. Et par rapport au temps qui avançait, j'avais vu qu'on allait avoir encore à peu près 6 mois de différé à partir du moment où on allait terminer les travaux. Et on était donc en décembre, on allait finir vers décembre, moment propice au déplacement des populations pour aller faire les fêtes de Noël, les réveillons, etc. Et du coup, j'ai dit à ma compagne, mais il ne faut pas qu'on fasse une LCD, faut pas qu'on fasse une coloc, il faut qu'on essaye la LCD. La location courte durée. La location courte durée. On a 6 mois de différé encore, et on a une période où les gens vont se déplacer et tout est fermé. Donc faut y aller, quoi. Oui, en plus, c'était en 2020. Et c'est ça, c'était fin 2020. Donc du coup, j'ai forcé un peu parce qu'elle n'était pas trop chaude. Et elle m'a dit, bon ok, c'est bon, on y va. Et finalement, donc ça a été votre première expérience à 2. Ouais. À 2 et sur de la location courte durée aussi, parce que du coup, t'en avais pas... Oui, parce que du coup, j'en avais pas. T'en avais pas fait encore sur les autres investissements précédents. Ouais. Ok. Et quand même, cette demande de colocation, tu l'avais testée avant de partir sur le projet? Oui. J'avais testé. Alors, avant le Covid, on avait pas mal de touches. Et j'avais aussi quand même retesté pendant qu'on était pas sur la fin des travaux, mais un peu avant. Ouais. Il y avait de la demande, mais moins. Ouais. Donc après, c'était une période un peu compliquée où il y avait peut-être moins de nouveaux contrats, etc. Donc faut aussi réfléchir en fait quand il y a des trucs qui arrivent comme ça. Et je pense que ça aurait quand même marché en coloc. On aurait peut-être galéré à remplir. Mais t'aurais rempli. Ouais, ça serait, j'ai pas de doute. Ok. Et j'avais une question aussi. Comment vous est venue l'idée finalement de louer une partie de votre résidence principale, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient réticents sur le fait de louer une annexe ou une partie du logement carrément de leur résidence principale parce qu'ils souhaitent être tranquilles ou ils veulent pas être embêtés par du bruit ou autre. Et comment vous avez du coup pensé à tout ça et... Voilà. Alors, c'est pas pire que d'habiter dans un appart avec du monde au-dessus. Voilà. Donc, et on a même plus d'intimité que si on était dans un appart en copro, quoi. Ouais. Parce que le bien aussi s'y prête bien, dans le sens où il a été pensé pour ça à la base. Parce qu'à la base, c'était une maison de plein pied. Et 15 ans ou 20 ans plus tard, ils ont créé une surélévation pour loger un membre de la famille. D'accord. Et ensuite, ce membre de la famille est parti. Les gens qui étaient propriétaires ont revendu. Et c'est la personne à qui on a acheté
qui avait ouvert à l'intérieur. Ok. Donc, si tu veux, il fallait juste tout recloisonner, même à l'extérieur, le jardin, il a été cloisonné et tout. Donc, si tu veux, on est vraiment chez nous. Okay. Après, il y a forcément, tout n'est pas rose dans la vie. Il y a quand même de temps en temps des contraintes, des nuisances sonores. Mais imagine, je te dis, tiens, tu vis dans ce logement-là, il est gratuit. Enfin, tu payes rien. Je te donne de l'argent. Et t'as juste à... Enfin, nous, on fait plus grand-chose aujourd'hui. T'as juste à faire éventuellement le ménage de temps en temps. Mais on a une femme de ménage. Donc, au début, on faisait le ménage. Maintenant, on le fait plus. Est-ce que tu dis pas oui, quoi? Si, carrément. Bah voilà, ouais. C'est ça. Et après, effectivement, des fois, donc c'est un T4 en location courte durée. Donc, on peut monter jusqu'à 6 personnes. Ça, c'était une question que je me posais aussi. C'est un T4, donc c'est à 6 places. Quoi, ouais, 3 chambres, 3 lits doubles. 3 chambres. Alors, c'est un secteur où c'est pas forcément un secteur centre-ville ou quoi. C'est une typologie de bien qu'il n'y a pas forcément souvent non plus en courte durée et surtout dans ce secteur. Est-ce que tu t'es demandé, est-ce que tu n'as pas eu peur que ça se loue pas justement, en courte durée en tout cas, parce que vu que tu avais prévu ton projet pour de la coloc, tu n'avais peut-être pas anticipé que tu allais faire de la courte durée, donc comment ça s'est goupillé tout ça? Ben, ça s'est goupillé tout simplement que, encore une fois, j'ai fait en sorte de maîtriser ma peur. Bon, j'en avais un peu moins que sur les premiers investissements. Oui. Mais si tu veux, j'avais encore 6 mois de différé. Ouais, donc tu t'es dit, je vais tester. Si ça loue pas, je m'en fous. Ouais, tu vas tester et au pire des cas, je le mettrai en coloc comme j'avais prévu. Voilà, okay. C'est ça. Et du coup, donc je le disais, un type de bien particulier et tout ça. Tu arrives à des taux d'occupation. Alors, vos taux d'occupation. Comparé à quelqu'un qui a un T2 en centre-ville de Toulouse, qui a un revenu et un taux d'occupation qui est plutôt stable. Linéaire. Ouais, linéaire. Nous, on est plutôt en dents de scie. Par contre, quand tu lis sur l'année, on a quand même, même si tu as un mois où on est à 4 000 € par exemple de chiffre d'affaires et que tu as un mois derrière où tu es à 1 000 €, alors ça c'est les deux extrêmes, on n'a pas un mois à 4 000 et le mois d'après à 1 000. C'est vraiment... au meilleur de la grosse saison. Ouais. Voilà, c'est ça. Et encore même c'est plus que 1 000 €. Du coup, quand tu as fait 4 000, il te reste de l'argent à la fin du mois. Et puis la fois où tu fais que 1 000, tu pioches dans ce qu'il y avait du mois d'avant. Et puis voilà. Donc si tu veux, donc là, si tu lises globalement... Si on lisse, on est à un peu moins de 70%. Ok, c'est quand même pour ce genre de bien. C'est bien. Ça représente quoi en chiffre d'affaires par mois? En chiffre d'affaires, en moyenne, un mois normal, c'est 2 500 €. Quoi. Okay. Sachant que tu as en crédit... En crédit pour l'ensemble de la bâtisse, on a 1 500 €, à peu près à la louche. Ouais. Ok. Voilà. Et réellement, en termes de charges, si tu comptes l'eau, l'électricité de tout le logement, même si tout est séparé en deux, on compte tout le logement, t'es en fonction des saisons, entre 1 700 et 2 000 € par mois. De frais fixes, que ce soit crédit, eau, élec, tout compris, j'étais là, PNO, l'assurance habitation, tout. Quoi. Okay. Oui, en fait, ça va. Vous êtes très large et ça vous dégage même du revenu tous les mois. Oui. En plus de payer votre résidence principale. Ouais, c'est ça. Sans compter l'amortissement du capital. Et l'amortissement, ce que les gens ne pensent pas, et c'est énorme. Si on revend au même prix que ce qu'on a acheté aujourd'hui, on récupère, comme on a 1 500 € crédit, on récupère 1 500 € fois, on est propriétaire depuis 2020. Donc, t'imagines? Sans compter l'excédent de trésorerie que vous avez eu à certains moments. Ouais, c'est ça. Et qu'on vit gratuitement. Mais et que le fait de vivre gratuitement me permet de faire d'autres choses. C'est ouf. C'est ouf. Et heureusement que vous êtes allé la visiter quand même. Oui. Parce que il y a vraiment une différence entre les annonces en virtuel, ce qu'on peut voir sur les sites d'annonces, et la réalité sur le terrain. C'est totalement différent. Et c'est pour ça même quand on ne le sent pas forcément, qu'on se dit sur le papier que c'est pas intéressant, d'aller visiter parce que sur le terrain ça peut l'être. Faut quand même des éléments qui te disent peut-être que, parce que si tu vas tout visiter, tu t'en sors pas. Bien évidemment. Mais là le fait qu'on y soit allé, c'est que c'était quand même un super secteur. Oui. Que c'était à 2 minutes de chez nous.
Donc on la surface quand même pour le ouais. projet que vous Et cherchez. que finalement, c'était pas très cher au mètre carré pour le secteur. Il y avait certains critères Voilà, qui c'est ça. correspondaient quand même à votre recherche. C'est ça. Je fais une parenthèse encore une fois. Juste pour parler chiffres, celui-là, au global, acquisition, travaux, Ouais. etc. Donc je crois qu'on l'a acheté 330. Ok. 170 mètres carrés. Ouais, donc ça fait à peu près du 2000. Ouais, c'est ça, ça fait du 2000 € à peu près le mètre carré, alors que dans le secteur, même un truc pourri, un truc pas ouf, tu l'avais pas en dessous de 2005, quoi. Okay. À l'époque. Okay. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt, si t'as rien en dessous de 3000 hein, dans le secteur. Hein. Ouais. Et donc, du coup, 330 l'acquisition, 24 000 € de travaux. Ça, c'est ouf. C'est ouf. Non, le précis, c'est parce qu'ils ont presque tout fait. Presque tout fait. Ouais. Si vous déléguez, ça va pas être les mêmes montées. Ouais. Mais du coup, ça, tu l'avais prévu dans ta demande de financement, que tu allais faire beaucoup de choses toi-même? Non, du coup, nous, on avait fait faire des devis, mais les devis, on les avait fait faire un peu à la va-vite, tu vois. Ouais. Et surtout que, comme on avait prévu de l'apport sur la partie RP, oui. Si tu veux, on s'était dit, les devis, vas-y, c'est bon, avec 2-3 devis, c'est bon, ça passe, ça suffit. Et du coup, on s'était dit, les 40 cas d'apport qu'on a, si jamais il y a plus de travaux que prévu, il y a 40 cas. Donc, on est tranquille. Okay. Et du coup, ils vous ont financé sur combien de travaux? Je sais plus. En gros, plus ou moins ce que ça moins. Ah oui. Okay. C'était parti sur moins, oui. Puisque de toute façon, comme on mettait 40 cas d'apport, donc on mettait les frais de notaire, les parties travaux, et voilà. Donc finalement, je sais plus combien on a emprunté exactement, mais on a emprunté même moins que 330, puisqu'on a mis 40 cas d'apport et que, en gros, je crois qu'on avait tablé pour une trentaine de milliers d'euros de travaux. Donc, ok, voilà. Mais très cool. Des bonnes surprises. Ouais. Comme quoi, il y a des bonnes surprises aussi, quoi. Oui, ça arrive. En tout cas, moi, je trouve que c'est une stratégie vraiment intéressante pour quelqu'un qui voudrait démarrer dans l'investissement immobilier, mais en même temps, il ne sait pas trop parce qu'il a peur d'être trop endetté pour ça, etc. Je trouve que c'est un bon mix, à la fois, du coup, pour se sortir du statut de locataire, entre guillemets, et commencer à capitaliser sur sa propre résidence principale, quoi, tout simplement. Et en même temps, quand même dégager du cash flow. Je trouve que c'est dégager après du cash flow ou même déjà vivre avec une mensualité de crédit réduite, quoi. Réduite, parce que tu n'es pas obligé de partir. Nous, tu vois, on est parti sur un T4 en RP et un T4 en LCD. Ça peut faire beaucoup et peur au début, alors que tu vois, tu peux très bien avoir un studio ou un T2. Complètement. Et du coup, un T2. Ouais, voilà, tu vas peut-être pas avoir de cash flow réellement une fois que tu auras tout payé, mais tu vas baisser des mensualités de crédit et des charges. Ouais. Et ça fait baisser ta capacité, ton taux d'endettement. Et du coup, tu peux derrière investir, réemprunter ou investir sur d'autres supports, quoi. Je trouve que c'est vraiment un truc qui n'est pas tellement partagé, en tout cas, je trouve, dans le paysage, on va dire, de l'investissement immo. Ouais, c'est vrai qu'on n'en entend pas énormément parler, quoi, sur ce type de stratégie. C'est pas trop... bon, tant mieux. Hein. Tant mieux. Faut garder des choses aussi un peu secrètes, mais... tu nous en parles. Oui. Voilà. Et donc, première expérience de courte durée. Vous organisez comment? Est-ce que c'est vous qui répondez aux messages? Est-ce que on a parlé un petit peu tout à l'heure, je crois que vous l'avez délégué maintenant, mais... Alors, que le ménage. Il n'y a que le ménage qui est délégué. Okay. Et après, c'est nous qui gérons l'annonce, c'est nous qui répondons. Il y a aussi de l'automatisation qui a été mise en place, donc des messages automatiques qui sont envoyés, une boîte à clés pour que les gens y rentrent quand on n'est pas là. Voilà. On essaye, on automatisé un maximum pour que ça prenne encore une fois le moins de temps possible. Ouais. Et niveau, je sais que souvent, niveau... Oui, alors, effectivement... Ouais, la lingerie, c'est autre chose. Mais niveau linge, donc linge de lit, comme on est sur place, on a aussi un truc qui a été mis en place avec notre femme de ménage. C'est pas nous qui récupérons le linge, mais on le récupère indirectement. Et c'est nous qui faisons les machines. Okay. Voilà.
C'est la seule partie que vous avez gardée. Ouais, c'est ça. Vous êtes bien organisé pour tout. Pour que tout fonctionne. C'est ça. On a 5 parures par chambre, donc putain, tu vois, t'es tranquille. Les serviettes, je crois qu'on en a peut-être une vingtaine. Donc, parce que ça peut aller vite, tu vois, quand ils sont 6, t'en as 6 qui arrivent derrière, ça fait 12, t'as pas eu le temps de faire la machine. On en a peut-être pas 20, mais on doit en avoir 17 ou 18 au moins, je pense. Okay. Donc, voilà comment on est organisé. Et est-ce que pour le nombre de nuitées, du coup, vous avez fixé un minimum, c'est ouais, 2. Produit particulier. 2 nuits 2 nuits, et on ouvre les nuits quand on ouvre les nuits en automatique, quand il y a une nuit qui est vide au milieu, entre 2 réservations. Okay. Et là, par contre, j'ai fait exprès de mettre un tarif assez élevé, parce que ça vous fait beaucoup de... C'est du dernier moment, quoi. C'est du dernier moment, c'est ça souvent. Alors, c'est rare quand ça réserve, mais c'est déjà arrivé. Et le truc, c'est que dans le secteur, il y a peu de personnes qui demandent une nuit, enfin qui acceptent du une nuit, surtout pour un T4. Et du coup, le client, s'il veut se loger, à part chez nous, à cette date-là, limite, il a que ça, quoi. Donc, faut un peu de chance pour qu'il ait besoin d'une nuit ce moment-là. Mais quand ça tombe, voilà, ça fait plaisir. Est-ce que tu as pu identifier un peu une typologie de gens qui viennent dans ta LCD? Est-ce que c'est, j'en sais rien, des gens qui viennent en déplacement pro? Est-ce que c'est des gens qui viennent faire du tourisme? Est-ce que tu as identifié une typologie de... Oui, la semaine, travailleurs. Ok. Donc tout type, hein, ça peut être aussi bien des personnes sur des chantiers que des personnes en formation ou quoi à proximité. Et le week-end, des familles. Voilà. Donc soit des familles des familles ou des groupes d'amis qui peuvent venir pour une compétition sportive. Voilà, il y en a, il fait du karting, voilà, il y a un karting qui est pas très loin, voilà, ils viennent de là. Des équitations, on a eu souvent des personnes qui nous ont dit qu'ils venaient pour des compétitions d'équitation. Après pour des mariages, des baptêmes, voilà. Ouais, ok. Et ça c'est très bien à souligner. Moi je trouve que et moi le premier, souvent j'ai tendance à comment dire, penser touriste, mais sauf à penser tourisme, et surtout à penser que limite la courte durée ça marche que dans les grandes villes ou ou à la mer ou à la montagne, quoi, globalement. Mais je pense qu'il y en a plein qui ont aussi qui pensent ça aussi. Et alors qu'en fait, on voit que même en campagne, ou en tout cas dans des endroits qui sur le papier, il n'y a pas la tour ou la mer, quoi. Non. Mais ça se loue quand même. Oui, c'est ça. C'est comme la colocation. Beaucoup de personnes pensent que c'est uniquement réservé aux étudiants, alors qu'en fin de compte, il y a beaucoup de jeunes actifs qui vivent dans des colocations. Et il y a plus en plus de jeunes actifs qui cherchent des colocs, parce que aujourd'hui, on est dans un monde où tout bouge super vite. T'as un diplôme ou une compétence particulière, et il y a quelqu'un qui te recherche à 300 bornes de chez toi. Soit tu vas t'enfermer dans un studio, parce que tu connais personne, soit tu prends une coloc pour un peu rencontrer du monde et pas être tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est beaucoup plus dans l'état d'esprit d'aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ouais, complètement. Mais en fait... Oui, avant, on se mettait en coloc par contrainte. En fait. Ouais, aujourd'hui, c'est un choix. Et aujourd'hui, c'est les gens qui viennent en coloc, en tout cas la plupart, c'est pour un choix de vie, de vivre en communauté, de ne pas être seul. C'est ça. Et ça fait une énorme différence. Mais effectivement, je te rejoins. Je pense que ça, c'est en train d'énormément évoluer. Ce qui habite à partager et comment on consomme finalement le logement. C'est en train de bien évoluer. Et sur TRP, avec la location du T4 au-dessus de chez toi, vous avez jamais eu peur de soirées ou de personnes qui viennent faire la fête? La fête. La fête. Alors, oui et non. Oui, parce que, notamment au début, parce que tu as peur, tu connais pas, mais tu as des peurs, forcément. Et non, parce qu'on est sur place. Donc, comme on est sur place, déjà dans l'annonce, c'est écrit que c'est une guest house. Donc, quand tu n'es pas bête, tu sais que ça a l'air que tu as le propriétaire qui est pas loin. Ouais. Et puis en plus, parce que nous, on le répète dans les messages, etc., fête interdite, etc. C'est pas parce que c'est écrit que les gens le font pas, mais en attendant, nous, on est sur place. Ça limite quand même. Ouais, c'est ça. Surtout que là, si ça tape au-dessus de toi, au plafond, tu vas voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est arrivé une fois ou deux qu'il y ait un peu de bruit, et pour moi, une fois, j'étais de matin, donc je me levais à 4h45 quand c'est le cas. J'étais fracasse, j'ai rien entendu. Et c'est Sophie qui a entendu qu'il y avait un peu de bruit là-haut et qui est allée leur dire s'il vous plaît, doucement. Moi je dormais, j'ai rien entendu. Donc je suis moins sensible aussi par contre au bruit. Sophie, des fois ça la dérange un peu. Mais voilà, après elle se dit mais on paye rien. On est payé pour vivre chez nous. C'est ça.
C'est incroyable. C'est juste ouf. Et du coup, ben, elle, avec son salaire, elle arrive quand même à mettre pratiquement, à la louche, j'ai pas calculé, mais ça doit faire 40 ou 45% de son salaire, elle épargne tous les mois. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et moi, j'épargne encore plus, parce que j'ai un salaire qui est un peu plus élevé maintenant. Mais de toute façon, c'est simple. Hein. T'imagines ne plus avoir de frais de logement. Ouais, plus rien. Ça, de loyer ou de crédit tout. de ta résidence principale. Tous les assurances et tout. C'est ça. Forcément, tu peux beaucoup plus séparer. Bah oui. Et t'es beaucoup plus libre après. T'enlèves le prix pour vivre, enfin pour habiter. Ouais. T'enlèves l'assurance, t'enlèves l'eau, t'enlèves l'électricité, les impôts fonciers, la taxe d'habitation. Ouais, c'est clair. Et tout. Les courses, on paye les courses. Bon. Wow, quand même. Mais ok. Et du coup, avec tous ces opérations et ce cash flow généré aussi sur le T2 et la colocation que tu as faite avant la RP, la résidence principale qui te coûte rien et qui te permet du coup d'augmenter finalement ton pouvoir d'achat. Comment tu gères cette épargne de disponible, ce flux de trésorerie que tu as chaque mois? Alors, l'argent qui est généré par les biens IMO hors RP, il reste sur le compte comme ça, et ils servent en fait d'épargne de précaution pour le bien en question. Oui. Et puis ça montre aussi à la banque que tous les mois il y a de plus en plus d'argent sur ce compte et que j'y touche pas. Voilà. Je suis pas en train de flamber avec. Donc ça fait plaisir aux banquiers. Et ensuite mon argent perso, consommer pour ce qu'il y a à faire, se faire un peu plus plaisir peut-être qu'avant, mais sans trop d'excès, enfin sans excès même. Il n'y a pas d'excès aujourd'hui. Il y a toujours un objectif long terme de vraiment être tranquille plus tard. Je veux pas travailler jusqu'à 60 ans. Je compte pas sur 64. Ma retraite. Ouais, 64, merci. Et du coup, donc, il y a une toute petite partie qui est vraiment épargnée, on va dire, sur livret A, machin, voilà, pareil, pour faire plaisir aux banquiers. Et il y a une grosse partie, donc en gros, c'est l'équivalent en ce moment, je suis entre 1000 et 1300 euros par mois qui partent sur un compte titre pour des actions à dividendes. Okay. Donc, et ça, au final, indirectement, c'est un peu l'immobilier qui te l'a permis. Oui. Parce que c'est ça qui t'a permis de pouvoir plus épargner et d'être tranquille dans ton quotidien. C'est ça. Et là, de pouvoir investir toute cette épargne supplémentaire sur les marchés financiers. Tu vois, mais c'est important aussi d'avoir une bonne éducation financière, de se former, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fin de compte, les 1300 euros aujourd'hui que tu places sur les marchés financiers, les utiliseraient pour flamber ou se faire plaisir, ce qui est totalement acceptable. Ce qui est totalement acceptable. Mais si on a, comme tu dis, une vision long terme derrière, de rester focus sur son objectif, mais c'est... Enfin voilà, il faut quand même avoir une éducation financière pour réaliser ce type de placement. Je pense que si tu as fait des investissements qui t'ont permis d'arriver là, c'est pas après ta première colocation que tu vas dire bon, c'est bon, j'achète une bagnole. Ou pas. Il y en a, hein. Voilà. Mais je me suis fait plaisir aussi avec une bagnole. Mais pareil, toujours investissement. Parce que la voiture, je l'ai achetée. Je l'ai acheté dans le but de la revendre et faire une plus-value. Oui, c'est un modèle spécifique quand même. C'est une Mercedes SLK, une vieille de 99. Donc oui, une vieille. Ça va. Mais en excellent état. Je suis pas en voiture, donc je pourrais pas te dire si. Enfin, je pourrais pas te donner mon avis dessus. Non, mais voilà, la réflexion est de dire que c'est toujours dans le but, mais voilà, d'investissement également, quoi. Oui, mais ça reste un plaisir quand même. J'ai pas pris une voiture, ce modèle-là par contrainte. J'ai cherché un ou deux modèles qui me plaisaient. Je me suis dit tiens, ce modèle-là me plaît, et j'ai cherché un modèle différent des autres parce qu'elles sont toutes soit grises, soit noires. La mienne, elle est bleue. À l'intérieur, il est souvent rouge, pas très beau. Moi, je trouve dégueulasse, poliment parlant, alors que le mien, c'est un truc un peu spécial. Du coup, elle peut se valoriser beaucoup plus à la revente. C'est ça. Que la personne qui l'a vendu, qui avait mis 3 lignes sur son annonce et qui finalement était très bien entretenue, mais vend Mercedes SLK, quoi. Voilà. Donc, si tu veux. Et il la vendait pas cher et je l'ai acheté en hiver, une période où en fait personne veut une voiture cabriolet, et voilà. Et la revente prévue cet été avant là, peut-être maintenant, parce que j'ai vu que les prix commençaient à remonter déjà là depuis une semaine, 15 jours, les prix remontent.
Donc, je vais voir de la revendre. Mais j'ai du mal à m'en détailler parce que je l'aime bien. Émotionnellement. C'est sûr, mais c'est pour reprendre mieux. Voilà, c'est ça, pour reprendre mieux après. Il faut se dire. C'est ça. Ok. Et du coup, avec tous ces investissements, maintenant, vers quelle direction tu souhaiterais prendre, ou quel type d'opération, dans quel type d'opération souhaiterais-tu investir maintenant pour continuer à développer ton... Déjà, est-ce que tu as eu d'autres projets Oui, voilà. Oui, il y a d'autres projets. Il y en a un qui est en cours, c'est un petit immeuble de 4 appartements. Donc, il est en cours de travaux. Il y a 2 locataires en place actuellement. Il reste 2 appartements à terminer. Donc là aussi, une petite ville, mais qui est en croissance, qui se dynamise. Un achat au total autour de achat notaire, j'ai mis de ma poche par contre, et achat plus travaux, on va être autour des 110 000 à peu près. Et, pour 4 logements. Pour 4 studios qui vont se louer à plus de 1150 € par mois, je crois, au total, hors charge. Ok. Voilà. Donc une renta pas dégueu. Ouais. Donc voilà. Donc, c'est déjà ton 4e ou 5e projet si on compte tout, donc les caves, la coloc avec le T2. Ça dépend comment tu comptes. Ça fera 12 locataires en fait une fois que ça sera terminé. Et là le truc c'est de pas avoir plus de locataires, plutôt partir sur de l'achat-revente. Donc on a eu un truc qui est en commun avec Alex en ce moment. C'est sans discussion. On va voir où ça va aller. Et aussi peut-être revendre ma coloc, puisqu'il y a une belle plus-value à prendre. Okay. Parce que je l'ai acheté, donc tout compris, c'était 250K et ça peut-être se revendre autour des 350 aujourd'hui. Donc il faut que je vois si je le fais ou pas. En si peu de temps, c'est énorme. Ouais. Et c'est niveau impôt là, tu t'en payes pas dessus pour l'instant? Non, 0 pour l'instant, ouais, c'est ça. Et tu vas en payer bientôt, non? Tu peux avoir ouais, encore 2 ans à peu près. Des fois, c'est ça souvent qui fait se décider sur la vente d'un bien. Ouais, c'est ça. C'est que là, je vais y arriver. C'est surtout entre guillemets à cause de la LCD, puisque ça crache quand même. Si. Donc il reste pas grand chose une fois qu'on a tout payé, mais finalement quand tu calcules les charges que du bien en question, ben finalement oui, on fait beaucoup d'oseille pour l'investissement de ce bien-là. Donc du coup ça va très très vite arriver. Donc parce qu'il faut faire gaffe aussi sur la revente de la coloc, vu que ça va faire ah mais non, mais ça va faire 5 ans là que tu vas l'avoir. Ouais, mais pas en LMP, en LMNP. Ah. Ok, oui, ça repart à 0 le compteur. Ouais. Donc voilà. Ok, ouais. Même s'il y a une calcul à faire. Voilà, alors c'est un point que j'ai fait avec mon comptable il y a 3 semaines à peu près. Donc l'un dans l'autre, vaut mieux vendre maintenant que attendre encore 2 ans, parce que c'est encore 3 ans d'attente encore, parce que maintenant je suis LMP. Donc pour ne plus avoir de l'imposition sur la revente d'un bien en LMP, c'est 5 ans en LMP. Ouais. Donc et pourquoi du coup quel a été l'élément qui fait que c'est mieux de le vendre maintenant que au bout des 5 ans, quoi. Alors, en LMP. La question que je me suis aussi posée, c'est que il y a peut-être de plus en plus de colocs dans ce secteur, donc j'ai peut-être pas envie non plus de me prendre la tête plus tard à louer, enfin avoir des problèmes pour louer, peut-être, tu vois, je sais pas, mais vaut mieux vendre quand ça marche très bien que quand ça marche pas. Oui. Voilà. C'est une histoire de momentum, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis le fait aussi que mine de rien, c'est récupérer du cash instantanément. Ouais. Et ça en gestion en moins, même si c'est pas une gestion de ouf, mais ça fait ça en moins à gérer. Oui. Donc du temps libre pour faire d'autres choses. Oui, et de récupérer de la liquidité pour réinjecter ailleurs. Voilà, réinjecter dans de l'IMO, réinjecter peut-être dans la prochaine voiture pour refaire une petite plus-value sur une prochaine voiture. Réinjecter une partie aussi en bourse pour continuer à avoir encore plus de dividendes qui tombent tous les mois. C'est une allocation. Et garder un petit peu pour quand même se faire plaisir, se faire peut-être un voyage ou un truc, tu vois. Oui, quand même, c'est important de se faire plaisir. On ne dit pas assez, mais c'est important quand même. Ok, bon, ça fait pas mal de choses quand même. Ces 5 dernières années ont été mouvementées, quoi. Ouais. Ont été assez intenses. Ouais, mais c'est cool. Et oui, il faut, ouais. En tout cas, merci pour nous avoir partagé ton parcours, Anto. C'est vraiment, je le trouve vraiment très inspirant parce que
on le sait, souvent les entre guillemets les patrimoines immobiliers, en tout cas en France, la majorité, c'est fait par l'héritage, etc. Toi, tu viens d'un milieu pour le coup qui était pas du tout là-dedans. Voilà, t'es un peu rentré en autodidacte là-dedans et t'as appris à faire par toi-même petit à petit, toujours avec une logique, je trouve, très pragmatique et très long terme, où tu vois, t'essaies toujours on l'a vu à travers tous tes projets, mais de trouver un bien ou un projet qui se différencie de ce qu'il y a dans le secteur et qui surtout te rapporte sur le long terme, quoi. Et après aussi, je rajouterais que tu t'es quand même énormément bougé le cul pour avoir suivi un peu ton parcours quand tu faisais les rénovations et tout ça. Voilà, c'était énormément de taf, quoi. C'est pas tombé du ciel, donc tu l'as mérité aussi, quoi. L'ARP, je travaillais en 3-8 et je faisais en plus quasiment 8 heures de travaux dans la maison, quoi. Ça doit être tellement éclaté. Je faisais rien. Enfin, je faisais rien. Après, je faisais rien dans la maison. C'est-à-dire, ma compagne, elle était au chômage à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'était elle qui faisait ménage, bouffe, etc. Qui s'occupait de l'annexe, on va dire. Et moi, travaux. Elle aussi, travaux. Elle faisait ce qu'elle pouvait faire. Mais c'était 6 mois et même quand intense. tu es allé après sur tes autres investissements avec la route, où tu dormais là-bas sur place, en plein chantier. Oui, en plein chantier, non, mais il y a eu des sacrifices de fait. Mais c'est des super souvenirs après. Oui. C'est des super souvenirs après. Oui, c'est clair. On s'est douché à la bouilloire avec de l'eau chaude dans une bouteille parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas le cumulus, tu vois, voilà, en plein hiver. C'est des trucs, des anecdotes sympas à raconter. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ça, merci. Anthony. Avec plaisir, merci à vous. Une ressource, une appli, un livre, quelque chose à partager qui pourrait aider les gens qui nous écoutent s'ils veulent se lancer ou un truc qui pourrait les aider dans leur parcours d'investisseur, quoi. Ce serait quoi pour toi? Alors, une appli, je dirais, une que j'utilise puisque ça va permettre de parler de la coloc aussi, c'est BuyFacile. Moi, j'utilise BuyFacile comme ça. Okay, je connais pas. Une application de gestion. Ouais. C'est pour la gestion. Les baux sont générés entre guillemets hyper facilement et puis t'es toujours à la page de l'actualité. Donc au moins, c'est pas un bail que t'as trouvé comme ça, que t'as recopié. Il y a des juristes derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux automatiser ta quittance de loyer, tu peux faire plein de choses, tu vois, dès qu'il y a une augmentation, une révision de loyer, bim, j'ai un mail, hop, voulez-vous, ce bien-là arrive, je crois que c'est 2 mois avant qu'il me l'envoie. Dans 2 mois, vous avez la réévaluation du loyer, est-ce que vous voulez l'appliquer ou pas? Et si tu veux, t'as même pas besoin d'y penser. Ouais. C'est hyper complet et du coup, parce que oui, si tu avais dû faire cette partie-là de gestion de baux, de renvoyer les quittances et tout ça pour tes 6 chambres de colocation. Je suis un phobique administratif. C'est un truc, je ne supporte pas les papiers, les trucs, j'ai horreur de ça. Okay. Et donc en utilisant ce BuyFacile là, depuis que tu as ta coloc, tu le gères quand même tout. Oui, tout. Et t'en es très content. Ouais, j'en suis content, franchement. Okay. Et puis même le support. Des fois, ça m'arrive d'avoir des questions ou quoi. Le support client, il est hyper réactif. Donc, ça répond toujours super vite. Ça répond à ta question. C'est pas oui, on revient vers vous dans 2 jours, et puis on revient jamais vers toi. C'est super réactif. Donc, ça, moi, je suis super content. Et c'est quoi le modèle là-dessus? C'est quelque chose qui est gratuit? Un abonnement? Non, c'est soit un abonnement annuel, soit mensuel. Okay. Donc, forcément, c'est moins cher en annuel qu'en mensuel. Et puis, plus tu prends de logement, plus tu as de logement, moins c'est cher. Voilà. Okay. Et tu as un ordre de grandeur? Ouais, je crois que au plus cher, du coup, si tu prends l'abonnement en mensuel, je crois que c'est 7 € le pro. Alors, c'est gratuit pour le premier bien. Okay. Ensuite, c'est 7 € le suivant. Et plus ça va, moins le suivant est cher, quoi. Oui, okay. Et c'est un bien, c'est un locataire? Oui. Donc, dans la coloc, si tu fais des baux individuels, c'est un coloc, enfin, une chambre, c'est un appart. Ok. Ouais. Et ça, je suppose que les charges, parce que ça doit représenter quand même certains coûts finalement par mois. Ouais. À peu près ça. Je crois que c'est 36 ou 37 € que ça me fait. Après, c'est carré juridiquement. Bah, c'est ça. 1, t'es carré juridiquement, tu dors sur tes 2 oreilles. 2, j'ai pas pensé, attends, lui, ça fait combien de temps qu'il est rentré? Ouais, faut que je lui envoie la quittance. Ouais. Surtout tranquillité d'esprit, je pense. C'est ça. Chaque fin de mois en automatique. En fait, moi, je check mes comptes, je regarde que tout le monde m'a bien payé autour du 15 à peu près, tu vois, je laisse le temps tranquille. Si le 15, tout le monde a payé, j'ai plus rien à faire. Je sais que le 28, tout le monde reçoit sa quittance. Ouais. Voilà. Ouais, c'est top.
Et ouais, donc ça, c'est quand même peut-être un petit coup qu'il faut compter par rapport à ton cash flow, même si ça représente pas beaucoup. Mais c'est quelque chose que tu peux réintégrer, je suppose, en charge, que tu peux déduire derrière en plus en charge. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça. Moi, le comptable, il sait que je paye ça, donc voilà, ça rentre dans mes charges. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Ouais, merci. Avec plaisir. J'espère que ça pourra vous aider si vous nous regardez ou vous nous écoutez, pour gérer vos biens. Et est-ce que tu as un dernier mot à partager ? Un dernier mot, oui, rencontrer du monde. Enfin, des gens qui font comme vous, qui veulent faire comme vous. Voilà. C'est un très bon conseil. Typiquement, tu vois, en plus, Alex, on habite à Vol d'Oiseau, on est peut-être à 5 minutes. L'un de l'autre, on est à 10 minutes, on va dire. Ouais. Et sauf qu'on s'est rencontrés à Marrakech à un mastermind. Tu vois tu vois, et je l'aurais jamais rencontré si autant lui que moi, on n'aurait pas participé à des événements. Je t'aurais pas rencontré non plus. Et en fait, les rencontres permettent d'apprendre des choses, permettent de te créer un réseau, voilà. Ouais, nous, c'est vrai qu'on est très partisans de ça aussi, on le répète très souvent sur les réseaux, mais hyper important de rencontrer du monde, de participer à des événements, d'aller échanger avec tout le monde, quoi, avec des MMO, avec des notaires, et de vous créer un réseau, je pense que c'est primordial. Ok, merci beaucoup, Anto, pour toutes ces réponses. Avec plaisir. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi, discuter sur Insta. Ok. Mission indépendant, mission _ ou tiré du 8 pour ceux qui savent pas, et indépendant. Voilà. Ok, super. Top. Si vous voulez échanger avec Anto, c'est sur. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.